Merci Anne. Bonjour à tous tout d'abord, et puis merci de votre présence. Comme l'a dit Anne, moi c'est Sylvain Alliot. Je travaille dans la division innovation du groupe Orange depuis une vingtaine d'années. Et depuis un peu plus de 10 ans, je travaille sur la thématique du véhicule connecté, véhicule autonome. Alors j'ai une double casquette au sein d'Orange Innovation. Je suis responsable d'une équipe de chercheurs d'une quinzaine de personnes ici à Belfort, comme l'a dit Anne. Et en parallèle, je suis également responsable d'activités de recherche sur les sujets de la 5G et du véhicule connecté, véhicule autonome. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le projet européen 5G Croco, voilà, savoir un petit peu ce qu'on y fait, puisque c'est un projet qui a une consonance locale pour la plupart d'entre vous. C'est sur notre territoire dans le Grand Est. Et donc, c'est un projet 5G Croco pour Cross-Border Control. Donc, c'est un projet qui est dédié aux véhicules autonomes, à la 5G, dans un contexte transfrontalier. Et l'objectif principal de ce projet, c'est de valider les technologies 5G pour la mobilité coopérative, connectée et automatisée, en abrégé CCAM, tout ce qui est service CCAM. Et donc, nous, dans le cadre de ce projet, on est plus particulièrement intéressé par des expérimentations grandeur nature, donc sur des déploiements réels, pour valider ces fameux services CCAM, donc ce que je viens de dire dans un contexte transfrontalier, bien sûr, mais aussi du coup entre opérateurs télécoms et également entre constructeurs automobiles, c'est-à-dire que tous n'implémentent pas les mêmes formats de messages. Et donc, l'idée, c'est vraiment un projet, on va dire, cross-X pour la 5G et pour le V2X. Donc, dans ce projet, on a trois cas d'usage. Un qui est lié à la conduite téléopérée, donc tout ce qui est téléoperated driving. Un autre qui est lié à la génération et la distribution de cartes de définition. Donc, ça, pour le véhicule autonome, c'est quelque chose d'important dans la mesure où pour qu'il puisse évoluer dans un espace géographique de façon autonome, il va avoir besoin de connaître précisément l'environnement dans lequel il se déplace. Et puis, un troisième cas d'usage qui est lié à l'évitement coopératif anticipé des collisions, ce qu'on appelle le AK. Et donc, tous ces cas d'utilisation sont testés dans le projet 5G Croco, au travers de différents sites de test, des petits sites de test fermés et un grand site de test qu'on appellera le corridor, qui est un site de test ouvert donc en milieu réel. Donc, comme je disais en introduction, c'est un projet européen. Donc, c'est un projet, ce qu'on appelle un projet 5G PPP. Donc, c'est une initiative publique-privée, donc c'est un partenariat public-privé de phase 3. Donc, les projets 5G PPP phase 3 s'intéressent aux verticaux de la 5G et le véhicule connecté en état. Donc, il a commencé le 1er novembre 2018. Donc, il était prévu pour 36 mois initialement. Donc, il devait se terminer fin octobre 2021. Avec la situation sanitaire que nous connaissons tous, la fin de projet a été décalée. Donc, il va maintenant courir jusqu'à fin juin 2022 pour nous permettre de finir toutes les réalisations techniques que nous avions prévues dans ce projet. Et donc, comme tout projet européen, c'est un projet qui est subventionné par la Commission européenne. Donc, on a un budget total de 17 millions d'euros avec une subvention de l'Union d'environ 13 millions d'euros. Donc, c'est des projets qui sont financés à peu près à 70%. En termes de consortium, donc on est 24 partenaires européens issus de 7 pays. On retrouve les trois principaux équipementiers de télécom que sont Nokia, Ericsson et Huawei. On a 3 opérateurs mobiles qui sont concernés par les 3 pays qui vont démontrer ces cas d'usage en milieu ouvert, donc à savoir le corridor. Donc, on a Post côté Luxembourg, Orange côté France et Deutsche Telekom côté Allemagne. On a également 3 exploitants routiers des 3 pays qui sont concernés par ces tests, 4 constructeurs automobiles, Volvo, Stellantis, XPSA, Renault et Volkswagen.
On a également un équipementier automobile qui est Bosch. Et puis, comme tout projet collaboratif européen, on a des PME et des académiques qui sont dans ce projet. Et donc, ce projet a le support explicite des gouvernements de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg. Voilà un petit peu en termes de panorama des partenaires qui sont issus sur ce projet. Et si maintenant on rentre un petit peu plus dans le détail des cas d'usage du projet, donc le premier cas d'usage que je vous citais, c'est la conduite téléopérée, donc téléoperated driving. Ce cas d'usage y est porté par Bosch et par Volkswagen. Alors vous verrez que l'ensemble les trois cas d'usage du projet sont portés par les entreprises du monde automobile. Ça a vraiment été un souhait de ce projet-là que ce ne soit pas des cas d'usage définis par des opérateurs ou par des équipementiers de télécommunications, puisqu'on est un peu loin des préoccupations du monde automobile, enfin loin, pas forcément, mais voilà, les constructeurs auto et les équipementiers auto connaissent mieux ce domaine que nous. Et donc, chaque cas d'usage est porté par un ou plusieurs constructeurs auto. Et donc, celui-là est porté par Bosch et par Volkswagen. Et donc, la conduite téléopérée, qu'est-ce que c'est? C'est la commande à distance de véhicules autonomes par un humain ou par une intelligence artificielle en s'appuyant sur des réseaux radiomobiles, en l'occurrence des réseaux 5G. Donc, dans le projet 5G Croco, cette commande, elle est gérée par un humain et elle se fait au travers du réseau 5G d'Orange, de Post Luxembourg ou encore de Deutsche Telekom. Donc, ce cas d'usage, il permet de répondre à différentes situations, notamment le changement de voie ou de l'adaptation de vitesse sur autoroute qui peuvent être déclenchées à distance, le transfert d'environnement urbain à autoroutier pour un véhicule ou pour plusieurs véhicules, une situation où, par exemple, le conducteur ne répond plus et donc il faut prendre le contrôle du véhicule à distance, ou encore des situations de circulation non définies. Et donc, les principaux challenges sur ce cas d'usage, c'est vraiment la partie temps réel. Également, côté réseau, la partie bande passante, latence, puisqu'on est sur des mécanismes où on va avoir un retour vidéo du véhicule pour le contrôler. Bon, pour un véhicule, avec les compressions d'image, on sait faire, ça ne demande pas énormément de bande passante. Quand on passe à l'échelle avec plusieurs véhicules qui sont téléopérés dans une même zone géographique, là, les besoins en termes de bande passante deviennent vite élevés. Et puis, alors je suis désolé de la faute d'orthographe, je la corrigerai par la suite. On a également une prédiction de qualité de service dans le temps et dans l'espace qui va permettre d'adapter le flux vidéo qui est reçu par la personne ou par l'intelligence artificielle qui opère la téléconduite. Donc l'idée, c'est de savoir à l'avance, dans le temps, mais également dans l'espace, si la qualité de service du réseau 5G va être bonne ou pas pour adapter le service, voire le suspendre. Voilà un petit peu pour ce premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est la distribution et la génération de cartes haute définition. Donc, ce cas d'usage, il est porté par le constructeur automobile Volvo. Ces cartes haute définition, ce sont des cartes temps réel qui vont fournir des informations très précises sur la position, sur le trafic d'objets dynamiques et statiques dans l'environnement qui entoure le véhicule autonome. Et donc, ces cartes sont mises à jour en permanence, un petit peu de façon similaire un peu tout ce qu'on appelle le crowdsourcing. Et donc, c'est utilisé par exemple pour sélectionner de façon optimale un itinéraire, mais également de signaler des situations dangereuses, un obstacle sur la route, des choses comme ça, ou encore la création et la mise à jour de cartes qui ne sont pas toujours à jour, c'est le cas de le dire, typiquement une coupure de voie, des travaux ponctuels, des choses comme ça. Et donc en termes de challenge, donc au niveau réseau, c'est vraiment la disponibilité. On va avoir besoin d'avoir un réseau qui est disponible partout, tout le temps. Il y a également des problématiques de fusion de données entre des sources multiples. Et puis également des problématiques de précision en termes de localisation d'objets. Donc le GPS ne suffit pas pour localiser un objet sur la route de façon précise dans une carte de définition. Et puis le dernier cas d'usage du projet 5G Croco, qui est l'évitement de collision anticipé et coopératif, donc ce qu'on appelle l'ACA.
Donc là, il est porté par le groupe, alors c'est plus PSA Group, mais c'est Stellantis, et puis le groupe Renault. C'est d'ailleurs sur ce cas d'usage qu'Orange a un petit peu plus travaillé par rapport aux deux autres que je viens de vous présenter. Donc l'idée, c'est d'aller anticiper certains événements afin de réduire des collisions, enfin même éviter les collisions. Dans des situations où les capteurs traditionnels qu'on embarque dans les véhicules ne sont pas suffisants, n'ont qu'une visibilité partielle, une trop courte portée. Et donc là, l'idée dans le projet, c'est vraiment de considérer la 5G comme un capteur supplémentaire qui va permettre d'anticiper des événements dangereux, qui va permettre de signaler des événements statiques temporaires, et puis qui va permettre de réagir à certaines situations de trafic particulières, de décélération soudaine, des freinages d'urgence, des choses comme ça. Et donc là, en termes de challenge technique, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est la partie mobile edge computing, c'est-à-dire d'aller placer au plus près de l'utilisateur des ressources de stockage et de processing qui vont permettre de fournir une info très très rapidement aux véhicules qui entourent un problème. Et donc, il y a des problématiques de collecte, de distribution et de management d'informations au travers de ces architectures de type mobile edge computing qui sont normalisées dans le cadre des réseaux 5G. Et puis, donc, on a aussi ces côté réseau, des problématiques temps réel et des problématiques de massive IoT, c'est-à-dire on va avoir le réseau va être susceptible de devoir gérer plusieurs centaines, plusieurs milliers de véhicules à des endroits spécifiques de la circulation. Voilà un petit peu les trois cas d'usage. Et donc ces trois cas d'usage, ils ont été choisis parce qu'ils ont des besoins des besoins 5G un petit peu différents. La conduite téléopérée, elle va plutôt avoir besoin de débit élevé, de sécurité native au niveau réseau, parce que si un opérateur tiers peut prendre le contrôle d'un véhicule, il faut que cette fonction soit extrêmement sécurisée, puisque ça ouvre des portes d'attaque considérables. On a besoin d'avoir un réseau hautement fiable, avec une très faible latence, et puis on a besoin d'avoir des mécanismes de prédiction de qualité de service. Pour la partie génération, diffusion de cartes de définition, on est plutôt sur des disponibilités permanentes et également des thématiques de prédiction de qualité-service. Et sur la partie évitement de collision, on a des besoins en termes de fiabilité, de latence et également de placement de ressources au plus près de l'utilisateur pour avoir, on va dire, des choses stables au niveau réseau. Donc maintenant, si on examine un petit peu les solutions techniques 5G pour les applications CCM qui sont visées par le projet 5G Croco, alors j'ai pas mal déjà parlé de la partie transfrontalier, comment on va gérer le fait que le service soit sans couture au niveau des frontières et entre opérateurs. Donc comment il faut améliorer les réseaux pour qu'un véhicule qui passe la frontière n'ait pas d'interruption de service et que les services de mobilité et les services de sécurité continuent quand on passe la frontière. Tout le monde a déjà eu le problème de passer la frontière et d'être coupé pendant assez longtemps au niveau réseau mobile. Et donc ça, c'est des choses qu'on veut éviter pour le véhicule autonome et qu'il faut éviter bien sûr pour proposer un service pour les véhicules autonomes. Alors, on utilise dans ce projet de la 5G New Radio, forcément, avec une architecture non-standalone. Donc, là, je vais jargonner un petit peu. On se base sur la release 15 des réseaux 5G. On a étudié, on a implémenté des techniques et des algorithmes de prédiction de qualité de service. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une qualité de service très bonne pour nos réseaux, avec des bireurs dédiés, donc avec des bireurs qui sont définis par les normes 5G, mais également avec des algorithmes de prédiction qu'on peut nativement supporter dans les réseaux 5G, notamment en utilisant une entité qui sont localisées nativement dans une entité qui est définie par les réseaux 5G qui s'appelle la NWDAF. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'après, voilà, ça devient un petit peu technique. On s'est également intéressé aux solutions de ce que je disais tout à l'heure, Mobile Edge Computing ou Multi-User Edge Computing, c'est tout ce qu'on appelle MEC, c'est-à-dire du cloud au plus près de l'utilisateur. Donc là, c'est d'avoir une alternative, quelque chose de complémentaire avec l'hébergement public Internet pour les services critiques.
Il faut qu'on puisse gérer le transfert de contexte entre plusieurs mecs, et donc il faut qu'on ait une continuité de service de session réseau. Donc ça, c'est défini au niveau normalisation également. Et puis, il faut qu'on ait une communication entre ces clouds au plus près de l'utilisateur, au niveau des frontières, mais également entre opérateurs. Et puis, dans le cadre de gestion et d'orchestration du projet, on a également développé des fonctionnalités et des mécanismes qui permettent de gérer ce qu'on appelle le slicing réseau en 5G de bout en bout pour supporter des services automobiles déployés dans différents domaines géographiques, administratifs et technologies en s'appuyant sur de la virtualisation réseau et sur ce qu'on appelle les SDN, donc les Software Defined Networks. Et puis la dernière thématique, c'est l'amélioration du positionnement, puisque c'est très important pour l'automatisation des applications de mobilité. Voilà un petit peu en termes de solutions techniques 5G qui ont été étudiées qui sont en cours d'étude dans le projet 5G Croco. Et donc, comme je le disais en introduction, l'ensemble des cas d'usage du projet et des enablers techniques 5G ont été mis en œuvre dans ce projet, sont testés sur des sites de test. Et ces expérimentations, elles se déroulent en 2 phases. Une première phase sur lesquelles on a testé ces innovations sur des petits sites de test, donc ce qu'on appelle les small scales. On a 5 sites, 5 petits sites de test sur ce projet. Un en Suède qui s'appelle Asta0, un en France sur Montlhéry, donc sur l'autodrome de l'INAS Montlhéry, un à Barcelone, un du côté de Munich sur l'autoroute A9, enfin non, un sur Munich et un sur l'autoroute A9 en Allemagne. Et donc, sur chacun des sites de test fermés, entre guillemets, parce que tous ne sont pas fermés, on a Asta0, Montlhéry sont fermés, Munich, l'autoroute A9 et Barcelone sont des sites de test ouverts. On supporte uniquement un cas d'usage avec des tests de fonctionnalité 5G limités. Et puis, dans une deuxième phase du projet, entre 2020 et 2022, là, on va vraiment sur le site de test transfrontalier entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Et on va supporter l'ensemble des cas d'usage du projet. Et on va tester l'ensemble des fonctionnalités 5G qui étaient prévues au lancement du projet. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, qui sont bien avancées. Et je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, au niveau des. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail au niveau des réseaux 5G transfrontaliers qu'on a déployés dans le cadre de ce projet. Donc, on a 2 corridors, enfin 2 zones frontières. On a un corridor côté Allemagne et Luxembourg. Donc, côté Luxembourg, on a déployé 4 sites radio et côté Allemagne, 2 sites radio. Et côté France, et on a un deuxième corridor côté France entre la France et l'Allemagne. Donc côté France, on a déployé 8 sites radio 5G et côté Allemagne, de l'autre côté de la frontière, donc deux sites radio. Voilà un petit peu en termes de tests vraiment ouverts. Donc là, on est sur des routes où on circule avec les autres véhicules. Donc c'est vraiment des expérimentations à grande échelle qui sont menées dans le cadre du projet 5G Croco. Donc, moi, j'étais plus particulièrement responsable du déploiement du réseau 5G transfrontalier côté France. Donc, ce réseau, il a été déployé à proximité de Forbach, dans l'est de la France. On a fait un upgrade de 8 sites radio commerciaux donc, qui existaient déjà. Malgré tout, le réseau est vraiment expérimental. Il est complètement étanche vis-à-vis du réseau commercial. Ça, c'est des contraintes, réglementaires qu'on a. Il faut vraiment que ces tests soient complètement étanches de nos réseaux commerciaux. Donc, c'est 8 sites radio qui concernent 21 secteurs, donc 21 antennes, on va dire. On utilise les fréquences commerciales du réseau Orange France, donc un réseau d'accès radio 4G à 700 MHz, un réseau d'accès 5G à 3.5. On a une architecture, ce qu'on appelle non-standalone, c'est-à-dire qu'on a un cœur de réseau 4G avec des antennes 5G. Et ce cœur de réseau qui est fourni par Ericsson et qui est hébergé dans un data center à Forbach, c'est un réseau virtuel. Donc, c'est un cœur de réseau 4G virtuel qui a des fonctionnalités de local breakout, c'est-à-dire qu'on peut sortir sur Internet directement derrière le cœur de réseau. Enfin, voilà. Qui a des fonctionnalités de slicing, c'est-à-dire que des tranches de réseau qui vont permettre d'assurer de fournir des services spécifiques, et puis des fonctionnalités de MEC, donc de cloud local au niveau du cœur de réseau.
Et ce cœur de réseau, ensuite, est interconnecté avec un cœur de signalisation qui est situé à Aix-la-Chapelle en Allemagne, donc qui est situé dans le centre de recherche d'Ericsson à Aix-la-Chapelle. Voilà un petit peu en termes d'architecture ce qu'on a déployé côté France dans le cadre du projet 5G Croco. Excusez-moi. Donc, donc, ce site de test, il a été le lieu d'une démonstration grandeur nature qui a eu lieu le 21 octobre dernier en présence de la presse et des membres de la Commission européenne. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit focus un petit peu plus sur le cas d'usage AK, donc sur l'évitement de collision, et comment il a été implémenté au niveau du projet Croco et comment il a été démontré lors de cette journée du 21 octobre dernier. Donc on a deux systèmes d'avertissement qui sont le premier basé uniquement sur la partie cloud locale. Donc on a des services de détection et de signalisation des véhicules dangereux à l'arrêt. Donc il y a une première, on va dire, user story qui consiste à détecter, à signaler un véhicule à l'arrêt hors visibilité d'un véhicule qui arrive. Donc le réseau alerte le véhicule qui arrive, qu'un véhicule est stationné sur la route. On a également un algorithme qui permet de détecter automatiquement les bouchons, donc les embouteillages, et donc de signaler à un véhicule approchant ce bouchon. Pareil, hors visibilité du véhicule. Donc ça, c'est des choses qui ont été démontrées sur route ouverte entre la France et l'Allemagne. Et puis, une deuxième version du cas d'usage qui est un avertissement assisté par capteur, mais qui se fait aussi au travers du réseau. Donc, en fait, un véhicule qui est équipé de capteurs va détecter des véhicules en sens inverse. Il va signaler, il va envoyer ces données de capteurs au réseau et donc le réseau peut alerter le véhicule qui arrive, qui a des véhicules lents dans un champ, enfin voilà, qui a des bouchons à un endroit. Et donc ça permet entre autres de pouvoir gérer aussi des véhicules qui ne sont pas connectés et qui sont situés dans l'embouteillage, par l'intermédiaire des capteurs d'un véhicule qui vient en sens inverse. Voilà un petit peu ce qu'on a démontré pendant cette journée du mois d'octobre à la presse et, concernant ce cas d'usage AK. Et en fait, quels sont les bénéfices un petit peu de ce cas d'usage? Donc déjà, on a des alertes temps réel. Les véhicules partagent leur position jusqu'à 10 fois à peu près par seconde. Et donc, les dangers sont détectés en quelques millisecondes par le réseau et reçus en moins de 10 millisecondes par les véhicules via la technologie 5G. Donc là, c'est vraiment un apport au niveau latence très, très, très important. On a des données plus précises qu'uniquement partager des données de capteurs, puisqu'on partage les vitesses, les accélérations et les positions des véhicules. Et puis, on partage en plus les informations des capteurs de véhicules. Et ensuite, ces alertes, elles peuvent être utilisées directement par les véhicules. C'est-à-dire que on a équipé un véhicule de Stellantis de fonction automatisée. Il reçoit une alerte par le réseau 5G et il peut freiner de façon anticipée. Enfin, il va réduire sa vitesse toute seule sans l'intervention du conducteur. Voilà un petit peu en termes de bénéfices ce qu'on a pu montrer à travers ce cas d'usage. Et d'une manière plus générale, au niveau du projet, on a obtenu des résultats intéressants. On a pu montrer qu'on pouvait faire des handovers transfrontaliers ou entre opérateurs, donc c'est-à-dire un passage à la frontière ou entre opérateurs de façon transparente, c'est-à-dire qu'on construit la communication avant le passage à la frontière et donc on n'a pas d'interruption de service. Donc ça, on a pu le démontrer sur un réseau live. On a montré aussi que l'utilisation des réseaux 5G, elle était essentielle pour réduire la latence de bout en bout, et donc le temps de réactivité des services. Donc ça, c'est critique hein, sur ces applications de mobilité connectée. On a aussi montré que les architectures de type MEC permettent d'avoir des délais beaucoup plus stables que lorsqu'on s'appuie sur du service qui est hébergé sur de l'Internet public, comme c'est le cas actuellement. Et puis, dernière conclusion, qui n'est pas non plus une surprise, c'est qu'on a montré que forcément on avait une augmentation très significative des vitesses de transmission entre les devices qui étaient connectés via les réseaux 5G. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un petit peu des liens, des retombées presse suite à la journée de démo du projet. Donc vous pourrez regarder ça offline, on va dire. Voilà, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, je suis disponible. Il y a deux questions dans le chat.
Ah, Je ne sais pas si tu as Oui, vu, Sylvain. non, j'ai pas encore pris connaissance, je parlais. c'est clair. Si tu veux, je peux la lire. Non, non, j'ai la C'est bon. première. Un Ok. véhicule est aujourd'hui une application sur roue, upgradable à distance. Euh, Ça, c'est clair. La télémaintenance, c'est un cas d'usage des véhicules connectés, véhicules autonomes. On s'y intéresse. On travaille avec les équipementiers. D'ailleurs, Bosch pousse beaucoup là-dessus. Ils veulent pouvoir intervenir sur leurs unités embarquées dans les véhicules à distance. Après, en termes de RGPD, de CNIL, pour de la mise à jour à distance, je vois pas forcément le problème. Par contre, effectivement, sur la partie véhicule connecté, véhicule autonome, c'est un petit peu plus critique. Je suis pas spécialiste sur ces aspects juridiques. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question là-dessus. Euh, voilà, il y a forcément des impacts, ça c'est des choses que je ne maîtrise pas forcément, les aspects CNIL et RGPD, quoi. Enfin, si je peux me permettre du coup juste de préciser, on voit bien que en gros aujourd'hui, enfin, à moins que les juristes puissent me contredire évidemment, euh, la personne n'est pas personnalisée, donc il y a un conducteur, mais on ne sait pas qui c'est. Donc de ce côté-là, en gros, on va dire qu'il n'y a pas de RGPD, à peu de choses près. Par contre, à partir du moment où il y aura la 5G, on va dire que la force de calcul et la puissance de calcul de toutes ces datas risquent de favoriser des mises en relation de data et de les faire parler entre elles pour arriver à identifier un petit peu des conducteurs et voilà, quelles sont les limites portées potentiellement pour éviter des recoupements non désirés. Et voire non désirables d'un point de vue Oui, 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 législatif. Voilà. ouais, je pense Voilà. que Mais là-dessus, bon, il va falloir justement, alors l'intérêt, un autre intérêt de la 5G qui n'est pas forcément montré à travers ce projet, c'est aussi de pouvoir embarquer des algorithmes intelligents. Et du coup, on va pouvoir mettre en place nativement des solutions de pseudo-anonymisation dans les réseaux. Donc, ce que je disais, c'est que je parlais tout à l'heure de predictive QoS ou de prédiction de qualité de service, des services qu'on peut embarquer directement dans le réseau cœur 5G, des outils de pseudo-anonymisation ou d'anonymisation des données peuvent aussi être mis en œuvre directement dans le réseau. Donc, à partir de ça, à partir de ces éléments, je pense qu'on pourra répondre aux problématiques NIL et RGPD de recoupement de données, notamment. Il y avait une autre question à la foulée, Sylvain. Oui. Toujours par la Donc, même personne. toujours de Bernard, d'accord. Donc, je prends ma casquette énergéticien. Oui. Bernard travaille à l'ES. Tu comprendras pourquoi. D'accord, oui, non, mais effectivement, donc toute l'interconnexion des réseaux électriques, forcément, ça nous inspire. Challenger l'interconnexion des réseaux électriques. Alors, j'y connais pas grand-chose sur l'interco des réseaux électriques. Nous, on interconnecte aussi nos réseaux télécoms. Mais du coup, forcément, ça peut inspirer nos projets. Après, je ne connais pas les problématiques que vous rencontrez sur ces thématiques d'interconnexion de réseaux électriques. Moi non plus, hein, pour être tout à fait honnête, mais je me dis que quelque part, il y a des problématiques un peu similaires. Comment éviter qu'il y ait une rupture de service d'un espace technologique et politique à un autre, quoi, entre guillemets. Voilà. Oui, je pense il doit y avoir des synergies entre les thématiques traitées par les réseaux électriques et par les réseaux de véhicules, hein, finalement. Je vais voir. Merci en tout cas pour l'intervention. Merci. Alors, a-t-on l'idée de l'approche de ce type de projet chez un autre constructeur auto comme Tesla? Alors, c'est vrai que pour le moment, on est très centré européen. On a très peu d'interactions avec des constructeurs auto américains ou anglais. Du coup, Tesla, on les a jamais vus intervenir sur ce type de sujet. Tout ce qu'ils font, c'est un petit peu à la mode Google, ils les font tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, ils n'ont pas besoin de rentrer dans
dans des projets collaboratifs. Donc, je n'ai pas du tout d'idée de ce qui est fait chez Tesla. Par contre, chez d'autres constructeurs auto comme Toyota ou qui sont plutôt côté Japon, ils sont intéressés par toutes ces thématiques qu'on traite sur ces projets européens et on envisage des collaborations Orange Toyota sur des tests, sur notre site de test fermé à Paris, à Montlhéry. Une dernière chance pour poser encore l'une ou l'autre question. Là, sur la partie abonnement, c'est des choses. Alors, ça, c'est des stratégies entre les constructeurs auto, les opérateurs qui ne sont pas vraiment encore définies. On équipe déjà des flottes de véhicules. Enfin, les opérateurs télécoms équipent déjà des flottes de véhicules, que ce soit Renault, PSA. Voilà, ils embarquent déjà des cartes SIM. De plus en plus, on parle des eSIM, donc qui sont des SIM programmables. Donc, on pourra, je pense que voilà, il n'y a rien de statué encore. Est-ce qu'il faudra prévoir un abonnement? Je pense que ça, ce sera plutôt côté constructeur auto que ce sera géré. Ce sera plutôt l'opérateur fera plutôt du B2B avec les constructeurs auto. Et derrière, c'est le constructeur auto qui fera du B2C avec le client final, quoi. Et donc, la dernière question, est-ce voué à devenir une norme européenne? Alors, qu'est-ce qui est le V2X d'une façon générale ou... D'accord. Donc, oui, forcément, on pousse, hein, on pousse pour, alors pas qu'une norme européenne, hein, mais une norme mondiale, hein, côté Orange, mais côté opérateur, côté constructeur télécom. On a des représentants auprès des instituts de normalisation comme le 3GPP. Donc, le 3GPP, c'est l'organisme qui normalise les réseaux cellulaires, les réseaux 3G, 4G, 5G, 6G bientôt. Enfin, bientôt, pas tout de suite, mais on commence à étudier. C'est des choses, oui, qui ont vocation à rentrer dans des normes de réseau cellulaire, effectivement. Alors, quelle est la perspective de généralisation de ces 3 expérimentations? Je ne suis pas très bien placé pour répondre à ce genre de choses. J'ai une casquette trop technique et pas assez marketing. Du coup, généralisation, on voit bien l'intérêt de ces 3 expérimentations. Didier, je pense que c'est ces 3 cas d'usage qu'on a définis qu'on a démontré dans ce projet européen. Ouais, d'accord. Donc c'est bien ça. Donc on voit bien l'intérêt de ces 3 cas d'usage pour le monde véhiculaire. Surtout que c'est les constructeurs auto et les équipementiers auto qui les ont définis. Donc, c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc, pour moi, on va pouvoir généraliser ces 3 cas d'usage. Pour le moment, on les a déclinés en quelque chose de démontrable sur des sites de test pour montrer l'apport de la 5G. Voilà, il y aura sûrement plus de champs d'application que juste les 2-3 user stories qu'on a tirés de ces cas d'usage. Mais effectivement, il y a vraiment des perspectives de généralisation de ces 3 cas d'usage. Peut-être encore 1 ou 2 minutes si quelqu'un a encore envie de poser une question. Je vous ai juste partagé dans la conversation, en fait, parce que j'avais organisé il y a quelques temps à l'IS une rencontre autour du droit innovant qui était assez intéressante parce que ça posait notamment ces questions-là, en partant même des robots d'Asimov. Voilà, ça pose plein de questions et c'est passionnant. Et comme je sais qu'il y a au moins une juriste que je connais parmi les auditeurs, voilà. D'accord. En tout cas, merci pour le partage. Je vais regarder ça avec. Voilà. Oui, c'est intéressant. Merci. C'est effectivement des choses qu'il faut qu'on prenne en compte sur ce type de technologie. Ça, c'est clair. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de conclure. En tout cas, un grand merci, Sylvain, pour cet éclairage. Je pense que c'est plus clair. C'est un des usages finalement de la 5G qui est assez sous la loupe, hein, le véhicule autonome. Hein, ça fait un petit moment. On a entendu tellement de choses en plus sur ce sujet-là.
c'est toujours intéressant de voir en plus techniquement comment ça a avancé et comment on le gère. Du coup, ce projet, il est complètement terminé aujourd'hui, ce projet européen, on est d'accord? Non, c'est ce que je disais en introduction, avec la Il y a une situation troisième Covid. phase là. Non, D'accord, avec la situation Covid, il était prévu d'être terminé fin octobre 2021. On a une petite prolongation de projet jusqu'au mois de juin 2022. d'accord, Donc, on travaille encore d'accord, dessus. On espère pouvoir encore démontrer des choses courant décembre, janvier, février, mars sur notre site d'expérimentation transfrontalier. Mhm. On a encore des choses à démontrer. Donc, on a encore des sessions de tests qui sont prévues. La prochaine va avoir lieu au mois de décembre avec les partenaires du d'accord. projet. Et quand un tel projet européen est clôturé, qu'est-ce qui se passe? Le consortium, bien sûr, est démantelé. Chacun continue dans son coin ou il y a des partenariats qui se nouent? Pas du tout. Il y a des partenariats qui se nouent la plupart du temps. Alors là, par exemple, le projet 5G Croco, il fait suite à un autre projet européen qui s'appelait 5G Car. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. J'étais aussi responsable côté Orange Ouais, je me souviens, oui. de ce projet européen. C'était un projet de phase 2 sur lequel on était plutôt centré sur les architectures et moins sur la démonstration. D'accord. Alors, à l'issue du projet, il y aura forcément des synergies qui vont être nouées entre certains acteurs et ils vont aller sur d'autres projets, sur d'autres collaborations, voir même comment ils vont pouvoir proposer des services à partir de ce qui a été fait dans le projet.